disons que la diaspora est le poumon financier de la Guinée et si elle en devenait le cerveau technologique. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez appris, entrepris et excellé sur le sol français. Aujourd'hui, votre pays, la Guinée, vous regarde non pas seulement pour vos transferts de fonds, mais aussi et surtout pour votre savoir-faire, votre expérience et capacité à transformer les idées en solutions concrètes. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont décidé de rendre à la terre qui les a vus naître une partie de leur savoir-faire qu'ils ont appris à travers le monde. Entre défis politiques, réalités économiques et enjeux socioculturels, une question se pose. Comment réussir le pari du transfert de compétences et de technologies vers la Guinée? C'est tout l'enjeu du débat dans Parlons de la Guinée depuis Paris. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion dans l'univers d'une figure de réussite de la diaspora guinéenne ici dans l'Hexagone. Une femme dont le parcours illustre l'excellence, l'engagement et l'influence dans le monde du conseil et du leadership international. Elle s'appelle Madame Kadia Sylla Moisson, directrice Afrique chez Grant Alexander. Avec elle, nous parlerons de la manière dont l'expertise de la diaspora peut répondre aux besoins stratégiques de la Guinée, que ce soit dans l'industrie, l'agriculture, les institutions et la gouvernance. Pas de langue de bois dans cette émission. Nous parlerons de solutions concrètes. Quels mécanismes mettre en place pour favoriser un véritable transfert de compétences et de technologies? Mais dans cette première manche, nous allons d'abord parler de son parcours. Bonjour Madame Kadia Sylla Moisson. Bonjour Lamine, enchantée. Merci de nous préférer. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre trajectoire et de ce qui vous a conduit aujourd'hui à occuper ce poste de directrice Afrique chez Grant Alexander? Écoutez, d'abord, un grand merci pour cette émission et pour m'avoir invité. Je trouve que c'est toujours bon ces temps de rencontres, ces temps d'échange qui permettent de connecter, on va dire, les Guinéens entre eux, la diaspora et ceux qui sont sur le territoire national. Alors moi, vous l'avez dit tout à l'heure, je m'appelle Kadia Sylla Moisson, j'ai 53 ans, je suis maman de 4 enfants. Je suis arrivée en France, comme la plupart d'entre nous, issus de la diaspora, vers l'âge de 17 ans, en étant née quand même en Guinée, en ayant suivi mes parents dans leur parcours professionnel, parce que j'ai eu un père qui était diplomate, donc nous avons voyagé dans quelques pays, jusqu'à ce que je me retrouve en France pour faire mon lycée. Donc j'ai fait mon lycée, comme beaucoup de gens de la diaspora, ou même beaucoup d'Africains d'une manière générale. Donc mon lycée, et ensuite mon parcours académique m'a conduit vers les études de droit à l'université Paris X Nanterre, où j'ai eu un DEA de droit, donc un bac+5, et donc qui m'a ouvert un peu les portes du marché du travail, mais je ne me destinais pas au départ à travailler dans les RH, dans le recrutement, etc., etc. Je voulais au départ me lancer comme juriste d'entreprise, mais bon, les opportunités de la vie ont fait que je me suis retrouvée dans un département RH et j'ai fait carrière dans ce département, notamment dans une entreprise hollandaise qui m'a recrutée, où j'ai vraiment commencé au tout début. Vraiment, j'ai appris le métier des ressources humaines. J'ai fait carrière ensuite dans d'autres entreprises, toujours de service, à des postes de responsable des ressources humaines, de DRH. Et c'était en 2018 que j'ai rejoint le groupe Grant Alexander. Alors le groupe Grant Alexander, c'est un groupe français indépendant qu'on appelle de chasse de tête, c'est-à-dire que nous allons à la recherche de talents rares, nous les débauchons, c'est vraiment une véritable chasse, nous allons chercher les compétences qui nous sont demandées par le client, puisque c'est souvent sous forme de mandat que nous allons, mandat qui nous est confié par notre client pour aller chercher cette compétence qui va être en adéquation avec leur vision, leurs besoins du moment, etc. Et donc c'est tout un travail, c'est tout un processus de sélection, d'évaluation et ensuite de proposition, en ayant effectué une véritable démarche de tamis, si je puis dire ainsi, pour identifier dans la shortlist le candidat qui va être retenu. Donc ça va faire bientôt 8 ans que je suis dans ce groupe, avec un rayonnement essentiellement sur l'Afrique francophone et quelques expériences en Afrique anglophone, notamment au Nigeria, où j'ai eu à placer un directeur général pour une entreprise, et le Ghana,
où là c'était un univers où là j'ai placé un country manager qu'on appelle un responsable pays pour une entreprise aussi française. Voilà. Très intéressant. Vous avez fait carrière dans un milieu très très sélect et donc c'est pas évident. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre évolution dans les ressources humaines? Dans les ressources humaines. Puis... Alors, je dirais très sincèrement que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur des personnes, des hommes et des femmes, qui m'ont vraiment portée, qui ont cru en moi et qui m'ont fait avancer. Oui. Mon expérience, j'ai une expérience que j'ai particulièrement appréciée dans ce parcours, c'est lorsque j'étais responsable des relations sociales au sein d'un groupe israélien à Roissy, donc à l'aéroport de Roissy, qui faisait à l'époque 2000 collaborateurs. Et mon rôle était de m'occuper des représentants du personnel, d'accompagner des dynamiques de négociation au sein de l'entreprise. Vous savez, on parle de négociations annuelles obligatoires, où il faut donner le cap sur les salaires, etc. Donc je rayonnais à la fois sur l'aéroport de Roissy et sur l'aéroport d'Orly. Je me rappelle, j'avais en charge près de 90 représentants du personnel, que ce soit les comités d'entreprise, les délégués du personnel, etc. Donc, et j'étais aussi l'interlocuteur direct de toutes les administrations publiques, que ce soit l'inspection du travail, que ce soit la direction départementale du travail. Donc ça a été une très très belle expérience, mais c'est un poste que j'ai eu en fait à un moment par opportunité grâce à une personne que je connaissais qui se trouve qu'en fait j'étais là au bon moment. Ils étaient à la recherche d'un cadre au niveau des ressources humaines et il se trouvait que j'étais là au bon moment. Il m'a demandé si j'étais en recherche d'une évolution. J'ai dit oui et ça s'est fait. Et une autre expérience aussi qui est assez intéressante aussi, c'est lorsque j'étais responsable. J'étais DRH dans une entreprise de services. J'ai essentiellement travaillé dans des entreprises de services. Là, c'était une entreprise qui faisait à peu près 1500 collaborateurs, qui était en Île-de-France, dans le 92, et dont l'activité était de mettre à la disposition des entreprises, des hôtesses d'accueil ou des hôtes dans les entreprises. Et moi, j'étais la DRH adjoint, et cette opportunité, je l'ai eue aussi grâce à quelqu'un de mon réseau. Je crois énormément au réseau. Vous parliez tout à l'heure de l'opportunité, que c'est une chance, au fait, vous vous êtes retrouvé au bon endroit, au bon moment. Et parce que aussi j'avais les compétences nécessaires. Mais justement, c'est ce que je voulais dire, on peut dire. Et puis, quels sont les défis que vous rencontrez au quotidien, parce que vous évoluez dans un milieu très compétitif, étant une femme noire, dans un milieu aussi compétitif. Comment vous surmontez les défis, parce qu'il y en a toujours. Oui, il y en a toujours, effectivement, et c'est bien de le souligner. Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, et c'est vrai que je suis tombée vraiment sur les bonnes personnes, et je remercie le bon Dieu, parce que c'est lui qui nous guide dans nos vies. Les défis, moi, que j'ai rencontrés, ce n'étaient pas des défis liés à ma couleur, très sincèrement, ou des défis liés à un background, etc. Je n'ai vraiment... et je le dis vraiment haut et fort, je n'ai jamais eu de ce genre de blocage. Les défis, moi, qui étaient assez compliqués pour moi, c'était d'allier la vie professionnelle avec la vie personnelle. Je me suis mariée assez jeune, j'ai eu des enfants assez jeunes, je suis maman de 4 enfants, et c'est vrai que travaillant en ayant des enfants à bas âge, c'est très compliqué. Et surtout quand vous êtes loin de votre domicile, quand le lieu de travail est très loin de votre domicile, c'est un peu compliqué. Donc, moi, ça a été assez ça, la difficulté de pouvoir jongler, on va dire, entre les enfants, le travail, la maison, etc. Et justement, comment vous réussissez? Comment j'ai pu gérer? Alors, j'ai été aidée, en fait. J'ai été pas mal aidée. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai été pas mal aidée par ma belle famille, d'abord. J'habitais pas très loin de ma belle famille. Et ma belle-mère, paix à son âme, s'est beaucoup occupée de mes enfants. Donc, elle était... Parce que mon mari travaillait aussi, il avait des responsabilités de ses entreprises. C'était un chef d'entreprise, donc c'était pas évident non plus. Mais j'ai eu une belle-mère, un beau-père, qui sont plus de ce monde, mais qui m'ont vraiment, vraiment soutenue. Nous étions voisins. Ça aide. Ça aide beaucoup. C'était un peu une organisation à l'africaine, même si c'était des Européens. En gros, vous pouvez dire que vous êtes chanceux dans la vie, quoi. C'est pas ce que je dirais. Je dirais qu'il y a eu des moments de la vie où j'ai eu des opportunités.
où les choses ont été facilitées. Oui. Je ne dis pas que tout est rose, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est semé d'embûches, etc. Mais voilà, à ce moment-là, sur cet aspect-là, notamment d'organisation, il se trouve que ma famille était là, ma belle famille était là pour m'aider. Vous savez, c'est pareil chez nous, c'est pas évident, on est en Guinée, c'est pareil, quand vous avez la femme qui travaille, souvent la communauté, enfin la famille aide. Mais la difficulté que nous avons ici, c'est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas nos parents avec nous. Vous voyez, nous n'avons pas nos parents avec nous. C'est ce qu'on dit souvent, parce qu'en Afrique, on se dit qu'on est entouré. On vit dans un milieu où on est entouré, et ici, on est un peu solitaire, on est un peu livré à nous-mêmes et à nos... C'est ça. C'est pas évident. C'est ça. Alors après, il y a des structures municipales, comme les crèches, etc., qui aident aussi les familles pour justement assurer les gardes des enfants. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas pareil quand vous avez votre famille. Souvent, quand je discute avec des amis, qui sont en Guinée, au Sénégal ou dans des pays africains, c'est vrai que faire garder un enfant, c'est beaucoup plus simple. Vous avez la belle famille, vous avez vos parents, vous avez vos cousines, vos nièces, la grande famille au sens large, etc. Ce n'est pas comparable. C'est vraiment une chance incroyable. Et moi, je dirais que, en fait, j'avais une organisation un peu à l'africaine, en ayant mes beaux-parents à côté qui m'ont été d'un grand soutien. Et vous parliez tout à l'heure de comment vous conciliez le travail et la vie de famille. Bon, on a parlé de ça tout à l'heure. Oui. Mais il se trouve aussi que vous n'avez pas qu'une seule activité. Oui, c'est vrai. Vous en avez beaucoup. Quelques-unes. Non, oui. Comment vous faites comment vous arrivez à concilier tout ça? Parce que c'est pas évident. Tantôt vous êtes ici, tantôt vous êtes en Afrique, et on ne sait plus comment vous faites. On s'y perd, c'est ça que vous voulez dire. Écoutez, souvent c'est vrai qu'on me fait ce genre de remarques. Mais ce que je réponds en général, c'est que toutes ces activités sont liées en fait. Il y a une véritable cohérence. Grand Alexander, je suis en lien avec le continent africain tout le temps. D'accord. Je suis avec des talents tout le temps. Je fais de la recherche de talents, je les connecte et dans les événements que j'organise, je suis toujours avec l'Afrique. En fait, le fil conducteur de mon activité, c'est le continent africain. Déjà par rapport à Grand Alexander, même en tant que délégué général des Forces françaises de l'industrie, quand j'organise des conférences, notamment sur le Salon des industries africaines, c'est toujours lié à l'export et c'est toujours lié au continent africain. Parce que l'objectif pour moi, c'est aussi de connecter les entreprises françaises avec les entreprises africaines. Donc, en fait, c'est mon terreau, c'est mon univers de travail. Je travaille avec les entreprises françaises, je travaille avec les entreprises africaines. Et l'autre activité que j'ai eue pendant très longtemps sur l'événementiel autour de la diaspora africaine, la Maison Muller, d'ailleurs on est en train de filmer dans l'un de nos locaux, c'est lié aussi à tout ça. Il y a ce fil conducteur qui est le continent africain, qui est aussi ce pont que je m'efforce et que j'essaie de créer entre ces deux rives, en fait, qui me caractérisent et vers lesquelles je m'identifie, à savoir l'Europe, l'Afrique, à savoir la Guinée, la France. Et j'essaye à chaque fois de créer ces temps de réflexion, de rencontre, au travers de ces différentes activités. Donc, comme derrière, il y a une passion, il y a une volonté de bien faire. Et il y a aussi, je ne suis pas seule. Et en fait, tout se fait de manière naturelle. Alors bien sûr, je vous avoue que quand là, le mois dernier, j'avais fait Conakry, le Bénin. C'est vrai qu'il y a des moments, après, il y a l'âge, on est un peu fatigué. Mais bon, je pense qu'il y a, quand on est animé par cette volonté de bien faire, quand on est animé par cette passion, je pense que ça nous nourrit, ça nous renforce et ça nous permet d'aller plus loin parce qu'on a envie de faire. Oui, en parlant justement de l'Afrique et l'Europe, notamment la France, ça revient à parler un peu de la diaspora, de la diaspora guinéenne surtout, parce que c'est le but de notre entretien aujourd'hui. La diaspora est souvent perçue comme étant une économie pour l'Afrique, pour la Guinée notamment. Mais au-delà de cette partie-là, selon vous, quel rôle peut jouer la diaspora au-delà du transfert du fonds? Alors,
Moi, j'aimerais un peu, comme on dit, remettre l'église au milieu du village. D'accord. C'est que quand on parle de diaspora, je pense il faut utiliser des réalités, les vraies vérités, si je puis dire ainsi. C'est que vous avez une diaspora, effectivement, on dit elle est économique, mais elle n'est pas économique dans les faits, dans la vérité. Oui. C'est une diaspora d'abord qui est, on va dire, qui est une diaspora qui fait du transfert d'amour, d'abord, parce qu'on a laissé nos parents en Guinée, vous parlez de la Guinée, on a laissé nos parents en Guinée, on a laissé nos parents. Quand on envoie nos transferts, c'est pas juste je fais un transfert économique, c'est pas, en fait, vous le faites, pour moi, c'est en fait l'amour qui circule. D'accord. C'est-à-dire, vous venez en appui à votre famille, à votre pays, etc. Un appui financier. Financier, mais aussi, qui n'est pas anodin, qui est important, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire et parce qu'on est sensible aussi à la problématique de nos familles et qu'on veut rendre aussi ce qu'ils nous ont redonné. Tout le monde est animé par ça, que vous soyez guinéen, sénégalais, ivoirien, etc. Mais elle ne se réduit pas à cela. Il y a aussi des diasporas très engagées. Vous avez des gens ici, des Guinéens, des Guinéennes, qui sont très engagés au niveau humanitaire, qui ont des associations, qui ont des ONG, qui font un travail formidable sur le terrain. Quand il y a une difficulté humanitaire, etc. Là, on a connu le Covid, on a connu aussi ce drame d'éboulement de terrain il n'y a pas très longtemps. Les gens se mobilisent. C'est pas juste j'envoie de l'argent économiquement. Je le fais aussi parce que il y a cet amour-là. Il y a aussi pour contribuer à un élément humanitaire. Il y a ça. Et aussi, je dirais qu'il y a aussi le transfert de compétences. Vous avez aujourd'hui, moi j'ai des exemples de femmes qui vivent ici, qui sont guinéennes, qui de temps en temps, quand elles partent en vacances, eh ben, viennent, comment dirais-je, proposer leurs services dans des universités, dans des écosystèmes, etc. Donc, il y a aussi ce transfert de compétences. Je pense que ce qu'on peut souhaiter, en tout cas moi ce que je souhaite, c'est qu'il y en ait un peu plus. Parce que la diaspora, on l'attend pas. Hein. Il y a aussi, c'est à elle aussi, moi en tout cas c'est mon point de vue, de prendre sa place, d'agir et de ne pas attendre qu'on lui demande de venir. Enfin, de venir si elle a envie, c'est quand même nos pays. Moi, j'ai une association en Guinée depuis 2017. Alors en 2025, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai pas eu assez de partenaires pour m'aider, qui s'appelle Audacity for Africa. J'ai fait énormément d'actions avec des associations d'ailleurs présentes en Guinée. C'était pas du transfert d'argent économique. C'était pour dire il y a un projet humanitaire, on contribue, donc il y a cette interaction entre nous, il y a cette participation collective. J'ai des exemples, par exemple, d'envoi de livres, on a pu mobiliser presque 600 livres. Vous parlez justement de vous, de votre exemple. Et donc, Audacity for Africa. Et donc, vous avez expérimenté un peu la Guinée. Absolument. Et d'autres pays d'ailleurs, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et donc, quels ont été alors les points forts de ce, de ce don de soi? Parce que c'est une sorte de don de soi. Oui, bien sûr. Et on essaie donc de partir là-bas, et puis il y a un défi. On est permanemment dans le défi parce qu'on quitte ici, pour certaines personnes, on vient prendre peut-être leur place. Et pour d'autres, c'est un autre regard. Et là, comment vous évaluez? Parce que vous le disiez tantôt, vous n'avez pas été aidé, vous n'avez pas eu d'aide pour pouvoir implémenter très bien votre association Audacity. Non, oui, j'ai pas eu d'aide, pas au niveau de la Guinée. J'ai pas eu d'aide parce que moi je travaille avec des entreprises. Je n'ai pas eu en 2025, je n'ai pas eu assez d'aide parce que j'avais vraiment, sincèrement, je n'avais pas le temps de pouvoir mobiliser comme je faisais d'habitude des partenaires pour assurer les actions humanitaires que je faisais au niveau de l'association. Mais je n'abandonne pas. J'espère qu'en 2026 on arrivera à faire quelque chose. D'abord, votre premier point. Ce qui a été intéressant, c'est que ce travail collectif, finalement, qui a été vraiment, pour ma part, et quand vous parlez de ma propre expérience, qui a été une réussite. Les 600 livres que nous avons pu mobiliser en France, c'est un exemple, que j'ai pu envoyer en Guinée, j'ai pu le faire grâce à une association guinéenne qui est ici, qui s'appelle Au Guinée, qui se trouve dans l'Oise et qui amènent souvent du matériel en Guinée et en fait grâce à leur conteneur mes livres ont pu partir. Arrivant en Guinée, j'ai pu avoir aussi cette
on va dire, cette union, enfin ce partage avec d'autres associations, même avec des personnes, des indépendants. Il y a par exemple la bibliothèque du Lac, qui est dirigée par un frère, Stéphane Kaba, qui a une bibliothèque qui reçoit souvent des jeunes, etc., pour les amener à la lecture, qui a été un pilier hyper important dans la distribution, par exemple, de ces livres dans les collèges. On a pu le faire. On a pu le faire aussi grâce à une amie que j'avais sur place, qui a été pendant longtemps membre de l'association, qui est Madame Callot, qui a aussi vachement aidé. Et c'est des gens qui sont sur le terrain avec qui on a collaboré. Vous voyez ? Ça, c'est l'exemple pour les livres. Il y a un autre exemple une autre action qu'on a pu mener aussi, notamment dans la distribution de chocolat made in Guinée, qui sont des chocolats qui sont fabriqués par la seule chocolatière de la Guinée, qui est Zena Cacao, qui est à Nongo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Donc elle fabrique sur place ces tablettes de chocolat. C'est très bon. Et je la connais vraiment depuis ses débuts. Je l'ai beaucoup accompagnée avec Audacity for Africa. Vous me direz comment vous avez fait. Alors nous, notre mode opératoire dans Audacity, c'est d'aller voir les entreprises. Ce n'est pas du mécénat de compétences. C'est voir les entreprises qui, parfois, dans leur politique RSE, font des dons. Donc certaines nous ont fait des dons, donc des dons financiers, et avec cet argent, on ne les garde pas pour nous, on finance, enfin on va acheter, là pour le cas présent, Zena Cacao, on a acheté ces chocolats, donc on lui permet de produire, de continuer à travailler, etc. etc. Et avec ces chocolats-là, nous les avons distribués gratuitement dans des écoles. Et on a refait une autre opération aussi dans les orphelinats. Ça, vous pouvez le voir sur notre page Facebook. Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est un exemple typique où on a collaboré, où en fait, c'est une action de la diaspora. Cette action, on ne la fait pas parce qu'on espère avoir un poste ou parce qu'on espère avoir un branding. Moi, ce n'est pas l'objectif. Je le fais parce que... c'est un engagement, parce que je suis engagée depuis le début, parce que c'est quelque chose c'est une façon pour moi... C'est un amour pour la patrie. Ben, il y a ça, évidemment. C'est aussi d'apporter ma part de petit colibri. Et aussi parce que je suis comme ça, parce que je suis aussi issue d'une famille où le sens de l'intérêt général est important, où rendre aussi est important, où... avoir à cœur d'apporter, c'est important. C'est minime. Pour moi, c'est un grain de sable dans le désert. C'est peu, mais bon, c'est ce que je peux faire. Et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec d'autres, etc. Donc pour moi, ça marche. Et on n'attend pas de la diaspora qu'elle dise « je viens parce que j'espère ». Non, penser ça, je pense que c'est une erreur. Il faut le faire parce que vous avez envie de faire. On ne le fait pas pour espérer quoi que ce soit. J'ai un travail, enfin, je vis, je fais ma vie ici. Donc voilà. Et ça, ce genre d'exemple, vous en avez beaucoup. Vous en avez en Guinée, vous en avez dans d'autres pays, vous en avez partout. Un autre exemple bien sûr. de collaboration avec la diaspora. Cette année, j'ai été la marraine de Miss Guinée avec Miss Guinée France. Miss Guinée France, voilà, avec l'événement qui se tient ici chaque 2 ans ou bien... Absolument, c'est ça, avec l'Association des jeunes Guinéens de France. AJGF, c'est ça. Donc j'ai été la Miss Guinée qui a amené à l'élection de Foulématou. Et donc, en tant que marraine, donc je l'ai accompagnée en étant un peu une marraine, on va dire une écoute. Nous avons réalisé, c'était au mois de septembre de mémoire, un événement pour elle, parce qu'elle a un projet... En Guinée ou ici, en France. Ici en France, d'accord. Absolument. Elle a un projet de cinéma qu'elle aimerait promouvoir. Et donc, on a organisé un événement avec elle à la Maison de l'Afrique, avec des gens de la diaspora guinéenne et d'autres qui sont venus justement pour écouter son plaidoyer, écouter ce projet, etc. Donc ça, c'est un exemple pour dire qu'en fait, cette interaction avec la diaspora africaine et guinéenne, elle est là, au travers de ces activités que j'ai, et qui font sens aussi avec ce parcours que j'ai. Et donc voilà, donc c'est plusieurs exemples qui montrent ces échanges. Vous connaissez beaucoup d'associations. Pourquoi Alors pas beaucoup, mais quelques-unes. Beaucoup d'associations guinéennes notamment. Pourquoi vous n'invitez pas ces associations à faire une synergie d'action autour d'un événement qui pourra au moins impacter la Guinée ou bien même la diaspora?
Alors, en fait, moi, je ne me sens pas légitime. Je pense que je suis une personne lambda comme tout le monde. Je me sens pas légitime. Il y a une coordination des associations guinéennes en France qui regroupe toutes les associations guinéennes, qui fait un formidable travail. Donc, je pense que c'est plus à cette organisation qu'il faut poser la question pour justement créer ces synergies entre elles. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. Et il me semble qu'il y a d'ailleurs une première action dont j'ai eu connaissance qui a quand même fédéré pas mal d'associations, notamment pendant le Covid. Vous voyez non, pas pendant le Covid, pendant l'événement d'incendie qui a eu lieu à Kaloum, où il y a eu une forte mobilisation de tous les Guinéens à travers le monde. Et je sais que cette coordination avait vraiment mobilisé, puisque moi j'ai été contactée en tant qu'association. J'ai aussi participé en fonction de mes moyens, en fonction des aides qu'on a pu avoir, que ce soit des pansements, etc., qu'on a pu envoyer. Donc effectivement, oui, il y a ce genre. Donc je pense qu'il faut poser la question à la coordination. D'accord. Et donc, on revient vers vous encore. Dans vos fonctions actuelles, vous accompagnez des dirigeants et des organisations. Aujourd'hui, quels sont les profils des leaders dont l'Afrique a plus besoin aujourd'hui? Alors, on me pose souvent cette question. En fait, aujourd'hui, toutes les compétences sont recherchées parce que, on va dire, tous les secteurs d'activité ont réellement nécessitent des besoins et des talents. Que vous preniez le secteur de la santé, qui est stratégique, on a besoin d'avoir des talents formés, qualifiés. Que vous preniez le secteur de l'énergie, de l'électrification, on a besoin de compétences. Mais il n'y a pas assez de compétences, en fait, de personnes suffisamment qualifiées pour répondre en fait aux besoins du marché. D'accord. C'est ça en fait la réalité. Ça, il n'y a qu'à voir tous les études économiques qui le disent ou les articles qui disent par rapport au marché du travail, notamment notamment sur l'employabilité des jeunes. Voilà. Certains chiffres disent qu'il y a 20 millions, et on parle même parfois de 30 millions à l'horizon 2030, de jeunes qui vont arriver sur le marché sans emploi. Parce qu'il n'y a pas assez de... Est-ce que ce problème n'est pas lié à un problème d'adaptation de la demande? L'adéquation par rapport... Pour moi, oui, c'est certain. Parce qu'il y a ces formations qui ne portent plus. Oui, ben c'est certain, oui, absolument. Et bon, nos dirigeants ne prennent pas, le devant pour essayer donc de résoudre ce problème ou essayer donc de pallier ce problème. Il y a un problème, mais je ne sais pas si les gens ne le refusent pas. Je pense que l'Afrique a soif, mais quel que soit le pays, a soif de répondre à cette problématique de l'emploi des jeunes, parce que nous avons une démographie qui est galopante et qu'on sait qu'un jeune sur 4 en 2050 sera africain. Bientôt, en 2050, sera 2,5 milliards quand même. Donc, la puissance... une des grandes puissances de l'Afrique, c'est sa démographie. Mais cette démographie, il faut savoir y répondre. Et je pense que tous les pays l'ont à peu près bien compris. Et je pense que les politiques publiques l'ont quand même bien compris. Mais il y a un travail colossal, en fait. Ça ne va pas se résoudre en un claquement de doigts. Et je pense que c'est à la fois les politiques publiques, pour moi, c'est à la fois les organisations institutionnelles, c'est à la fois la société civile. En fait, pour moi, c'est l'affaire de tout le monde, en fait, cette affaire-là de l'employabilité des jeunes. Je vais vous donner un exemple. Au Nigeria, par exemple, ils ont privatisé le secteur de l'énergie. Oui. Donc tout ça, c'est privatisé et les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. Mais il n'y a pas assez d'ouvriers, entre guillemets, qualifiés. Parce que les formations, en fait, aujourd'hui, ne sont pas, en tout cas, toutes adaptées à ce genre de qualification. Donc il y a un vrai souci. Donc il y a nécessité, à mon sens, de vraiment être en lien, comprendre déjà le besoin des entreprises au niveau pratico-pratique et de pouvoir adapter les enseignements à cette dynamique de la jeunesse. C'est fondamental. Moi, je le dis, souvent on entend que c'est l'entrepreneuriat qui va résoudre les problèmes, mais il n'y a pas que l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'Afrique est très entreprenante. Quand on prend, que ce soit le Maghreb ou l'Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent, notamment dans les nouvelles technologies. Mais on a besoin de plus, on a besoin de diversification.
on a besoin de jeunes dans l'agriculture, on a besoin de décortiquer tous les métiers qui peuvent y avoir dans l'agriculture et de mettre vraiment le paquet sur la formation professionnelle, parce que tout le monde ne peut pas faire des études supérieures. Quand on prend toute cette catégorie de jeunes qu'on appelle les NEET, Oui. c'est-à-dire c'est les jeunes aujourd'hui en Afrique qui sont ni éduqués, Oui. ni formés, qui n'ont pas de formation et qui n'ont pas, qui sont un peu, qui n'ont pas, voilà, pas d'éducation, pas de, attends, l'autre terme, c'est pas d'emploi, c'est ni éducation, ni emploi et ni training pour le T. Donc c'est toute cette catégorie de jeunes qui sont en décrochage. Oui. Vous savez à combien on les évalue? Non. Ils sont 70 millions aujourd'hui en Afrique. Ah ouais. Je vous assure, hein, ils sont 70 et quand millions. On pense aussi que l'Afrique est l'avenir. Donc c'est ça en fait. Et l'avenir repose sur. Donc il y a toute une réflexion qui a lieu. Il y a d'ailleurs eu un sommet important à Marrakech l'année dernière sur cette problématique-là des NEET. Et c'est des vrais sujets. Et je pense que c'est l'affaire de tous. Et je pense qu'il faut non seulement il faut adapter le système de formation académique. Il faut peut-être former même les formateurs à la réalité des entreprises. Ça, c'est vrai. Et il faut, à mon sens, aussi inciter, créer des temps, des parcours spécifiques, pratico-pratiques pour cette jeunesse, parce que ça se fait déjà dans les pays. Ce qu'on dit là, c'est que ça se fait déjà, mais c'est que le travail est colossal. L'enjeu est énorme. Dans vos différentes missions en Afrique, vous avez parlé de Bénin, de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il arrive parfois que le gouvernement guinéen vous sollicite, ne serait-ce que pour décrocher quelques têtes pour quelques institutions guinéennes? Ah bah écoutez, j'aimerais bien, mais en fait, je travaille plus avec les entreprises. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes clients, ce sont spécialement des entreprises, on va dire à 100%. J'aimerais effectivement travailler... Il y a des entreprises aussi en Guinée, des entreprises privées. Mais je travaille avec des entreprises privées en Guinée. Oui. Mais l'administration même, parce que on ne va pas dire que tout le monde est qualifié dans l'administration guinéenne, en tout cas. Écoutez, moi je pense que les gens qui sont à leur poste, j'estime qu'ils ont les qualifications nécessaires, académiques et soft skills, pour être à ce poste-là. Mais pour répondre spécifiquement à votre question, mes clients, ce sont les entreprises. C'est vrai que j'aimerais travailler avec le secteur public, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, pour justement, notamment accompagner l'assessment, des fiches de carrière. L'assessment, c'est tout ce qui est évaluation, c'est les renforcements des compétences, parce que c'est des choses qu'on sait faire. Hein, quand je prends... Vous disiez tantôt qu'il faut prendre sa place. Oui, absolument. Vous avez essayé de prendre votre place en Guinée, notamment dans le secteur public, pour essayer donc de proposer quelque chose. Non, quand je dis, c'est gentil, merci. Quand je dis prendre sa place, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre dans vos activités, dans vos actions, au service de la collectivité, au service de la société civile, d'attendre quelque chose. Quand je fais des engagements, quand je m'implique, je le fais parce que déjà j'ai envie de le faire, parce que je suis en interaction avec des personnes avec lesquelles je peux travailler. Donc c'est ça, prendre sa place, c'est pas attendre qu'on vous demande de... Je veux dire, il faut être dans une dynamique d'action, il faut agir, que ce soit en Guinée ou ailleurs, ou en France, il faut être dans cette dynamique-là. Et je pense que c'est aussi une manière d'inspirer les jeunes, de leur donner envie d'entreprendre, d'agir, etc. et pas attendre que ça vous tombe dessus. Donc moi, c'est mon mindset, c'est ma manière de penser, c'est ma manière d'agir. Et voilà ce que je peux vous répondre. Quel regard portez-vous sur la gouvernance en Guinée, c'est-à-dire le nouveau gouvernement qui vient d'être mis en place actuellement, on va dire récemment, et quel regard portez-vous sur ce qui se passe actuellement? Bah écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de politique, voilà, vous l'aurez compris. Je suis un acteur économique, une actrice économique. Voilà, mon terrain de jeu, c'est avec les entreprises. J'ai eu à participer à la Constitution, donc j'ai voté pour la Constitution. Il y a effectivement des éléments qui m'ont marqué dans cette Constitution. J'ai eu d'ailleurs à faire on va dire un échange journalistique avec des collègues, à vous, donc des journalistes, sur ce retour
retour. Il y a eu des éléments qui m'ont marqué dans cette constitution, comme par exemple la place des femmes. Oui. Je suis très engagée sur le Women Empowerment et puis sur la place des femmes dans les organes de gouvernance, mais je le fais essentiellement au niveau de l'entreprise. Je milite sur ce sujet-là depuis plus de 6 ans, notamment au sein d'une association féminine qui s'appelle le Professional Women Network, où nous formons des femmes cadres en France pour avoir les clés pour accéder à des comités exécutifs et aussi à des conseils d'administration. J'organise régulièrement des webinaires, justement, avec des femmes cadres africaines, d'ailleurs souvent avec des Guinéennes. J'ai fait 3 webinaires l'année, il y a 2 ans, spécial Guinée, pour parler de ces sujets-là. Donc, je suis fortement sensible quand je vois dans une constitution qu'on met en place que la femme est un élément important. Là, aujourd'hui, en Guinée, sur ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez énergisant de voir qu'il y a une femme ministre de l'économie, du budget. C'est assez rare, donc je trouve ça super. Et ce que j'ai aussi apprécié dans la constitution, c'est le fait qu'il y ait ce bicamérisme entre une assemblée générale nationale et un Sénat. Ça montre aussi que la Guinée est en train de se mettre en marche vers un dynamisme institutionnel. Voilà ce que je peux faire comme retour. Moi, je ne suis pas quelqu'un de politique pour apporter... Vous avez trouvé opportun qu'il y ait un Sénat en Guinée et puis aussi une Assemblée? Oui, absolument. Moi, vous savez, j'ai fait du droit, hein, donc je ne peux trouver que ça intéressant d'avoir un peu la Chambre des députés et la Chambre haute, qu'on appelle effectivement les sages des institutions. Voilà, je suis un peu marquée, formatée aussi dans cette culture juridique. Donc, effectivement, j'ai trouvé que c'était une bonne chose par rapport à cette organisation. Et donc, aujourd'hui, comment vous voyez la culture guinéenne ici à l'Hexagone? Alors, d'abord, il y a un constat qui est intéressant de relever, c'est que depuis 3-4 ans, on n'a jamais autant parlé de la Guinée. Très clairement. Moi, je vis en France, ça va faire presque 40 ans. Souvent, quand on me disait « Vous venez de quelle Guinée ? Vous êtes guinéenne, mais de quelle Guinée ?» etc. La Guinée était un peu oubliée, en fait. On n'avait pas... on va dire ce branding aujourd'hui qu'il y a eu il y a 3-4 ans, enfin je dirais 4 ans, a été exceptionnel parce que vraiment la Guinée a le vent en poupe. Ça, il faut dire ce qui est. Les gens apprécient quand on parle de culture guinéenne, quand on parle de l'image de la Guinée. Je trouve qu'elle est vraiment très, très bien portée à l'international. Et ça, c'est nouveau pour moi. Hein, parce que il n'y a qu'à voir... notamment l'événement des 72 heures du livre qui se passe régulièrement. J'ai eu la chance de participer avec le grand Sansi Kaba Diakité. J'ai eu la chance de participer l'année dernière. J'ai eu la chance aussi d'être même une actrice bien présente l'année d'avant. Et avec cet écosystème ici, là, à la Maison Muller, à 3 reprises, sur 3 années consécutives, j'ai reçu la délégation des 72 heures du livre, notamment dans notre restaurant, qui n'est pas très loin ici, on les accueillait pour leur souhaiter la bienvenue. Et donc, on a toujours vu cette présence des 72 heures ici, sur le territoire français, et avec des activités, etc. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et par ailleurs, je trouve que la Guinée est revenue aussi, culturellement aussi, dans les institutions... Oui, sur la scène internationale. Un exemple, au niveau de l'UNESCO, la Guinée est quand même reconnue aujourd'hui comme la ville créative autour du livre. C'est nouveau ça quand même. Donc tout ce travail, je pense que c'est un travail qui s'est fait en amont et qui est un peu le résultat de tout ça. Donc, selon vous, cette impulsion est due à quoi? Moi, je pense que c'est aussi une volonté politique des personnes donc, qui sont les décideurs de la Guinée de le faire. Et je pense aussi qu'il y avait aussi un engagement des personnes qui sont bien ancrées dans l'univers culturel. On parlait tout à l'heure de M. Sansi Kaba, qui ne ménage pas ses efforts, qui est quand même quelqu'un... Il voyage beaucoup, quand il peut valoriser le livre, etc., il le fait. Donc je pense que aussi individuellement, vous avez des personnes, des Guinéens, qui sont dans ce soft power et qui essayent en tout cas,
promouvoir cette culture. Oui. Très récemment à Paris, il y a eu le forum culturel. J'ai eu la chance d'y participer, notamment pour valoriser la culture, pour valoriser la destination Guinée, etc. Et je pense aussi ce qui participe à cela, c'est aussi tous les artistes que nous avons aujourd'hui. Oui. Quand vous prenez Black M, alors moi je suis pas très, j'aime bien la musique, même si c'est pas de ma génération. Tout ça participe à ça quand même. Ce sont des ambassadeurs qui font la promotion de la Guinée, de la destination Guinée, qui sont des influenceurs et qui participent aussi à cela. Il y a aussi un jeune que moi je suis sur les réseaux qui s'appelle Iya, qui joue avec ses ballons. Oui, Iya Traoré. Incroyable. Vous savez comment je le connais? Oui. C'est parce qu'il vient s'entraîner à Montmartre. C'est comme on est à Montmartre ici. La plupart, et donc je le connais pas intimement, mais nous nous sommes rencontrés. Et tout ça, ça participe à cela. Quand vous avez aujourd'hui la place, on parle de l'univers de la beauté. Je vous parlais de Miss Guinée tout à l'heure. Aujourd'hui, vous avez des Miss Guinée qui participent à Miss Univers. C'est du jamais vu. Ça, c'est vrai. Non, mais vraiment, il y en avait pas. Il y en a eu deux. Je crois qu'il y avait celle de cette année et puis une l'année dernière. Mais c'était du jamais vu. Et puis, par ailleurs, je pense que toute cette promotion sur les réseaux sociaux, au travers de ces ambassadeurs, au travers des individus comme vous et moi, qui, au travers de leurs activités, parlent de la Guinée, on y participe aussi, parce que c'est pas anodin. Et ce qui fait que du coup, la Guinée est visible. Moi, j'ai été assez surprise de voir des Américains afrodescendants venir quand même en Guinée parce qu'ils ont fait des tests et qui sont originaires de la Guinée. Enfin, c'est récent. Megan Good et son mari. Mais c'est quand même il y a 3 mois. Et ça, c'est extraordinaire quand même. Aussi, Donc tout ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, tout ce travail qui est fait, je pense que ce n'est pas le travail d'un individu. C'est un travail qui est collectif. Et je pense que tout le monde doit l'entendre dans ce sens-là, de ce travail collectif à tous les niveaux. Chacun, en fait, vous savez, ma mère, elle dit quelque chose, elle dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer aussi bien son pays que le Guinéen ». Ça, c'est une des phrases de maman. C'est très bien. Elle le dit, moi, ma mère est Peul de Wasselon, mon père est de Kindia. D'accord. Et c'est vrai qu'elle me le dit en dialecte, bien sûr. Elle le dit en dialecte, on dit « Vraiment, je n'ai jamais vu quelqu'un aimer ». Et c'est vrai que les Guinéens aiment leur pays. Ils aiment beaucoup leur pays. Ils sont toujours frustrés quand on ne fait pas appel à eux, quand ils ne se sentent pas... Voilà. Non, parce que, mais ils aiment vraiment leur pays. Non, mais ça a un sens parce qu'on a été le porte-flambeau culturel. Absolument, ça c'est vrai. Ah oui, les Djeliba, les Kandia Kouyaté, effectivement. Nous voir maintenant, comment dire, derrière tout le monde, non, je ne pense pas qu'on est derrière tout le monde, non, sincèrement. À un moment donné, bon, à une époque passée, on était presque derrière, on était presque inaudible, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, quand on prend la percussion, on peut dire que dans le monde entier, la Guinée a une place... Absolument. Mais est-ce que le gouvernement doit faire quelque chose par rapport à ça? Parce qu'il y a des Chinois, des Brésiliens et d'autres, des Américains et autres, qui viennent apprendre les danses guinéennes, la percussion guinéenne, mais qui disent que c'est la percussion ouest-africaine. Est-ce que la Guinée ne doit pas faire une démarche pour essayer donc de labelliser nos danses et nos percussions, comme on l'a fait avec l'épi Faso d'Anfani, ou bien, comme on dit aussi en Soussou, c'est Tassordoma, et puis c'est en Kissi, je ne sais même plus le nom. Selon vous? Écoutez, moi je trouve que là vous êtes en train de faire un plaidoyer. Vous êtes en train de faire un appel. Je pense que c'est hyper intéressant. Je pense qu'il faut le dire. Je ne sais pas si c'est fait. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de comment... Nos danses, en gros, ce sont nos enfants. Vous voyez, quand on voit quelqu'un d'autre s'accaparer de ses enfants pour dire que c'est la leur ou bien pour... Alors ça, vous ne pouvez pas... ça, c'est très compliqué. Ce que vous dites, c'est assez juste. Vous savez, on parle beaucoup d'appropriation culturelle. Justement, et ça... alors ça, c'est très difficile de lutter contre ça parce que, vous voyez, moi, je ne rentre pas trop dans le débat de l'appropriation culturelle, etc. parce que le monde est tellement interconnecté aujourd'hui. Il y a des exemples où, effectivement...
En fait, il faut faire très attention avec ces notions-là parce que souvent, quand c'est mal utilisé par des personnes mal intentionnées, eh ben ça donne des dérives. Un exemple, quand on parlait d'appropriation culturelle, je ne sais plus, c'est une chanteuse européenne. Je me demande si c'est pas Perry, comment il s'appelle, qui faisait des tresses. Vous avez des associations, je ne sais plus d'où, qui disaient c'est de l'appropriation culturelle parce qu'elle fait des tresses, c'est une insulte aux anciens. Je pense qu'il faut faire très attention avec ça. On est dans un monde interconnecté où les brassages culturels sont quand même très très présents. Ce qui est vrai, peut-être que ça se fait, peut-être que c'est sur la table des institutions, je ne sais pas. Je pense que ce que vous dites, faire un plaidoyer par rapport aux percussions, c'est vrai parce que la Guinée est reconnue par ça, il faut faire le plaidoyer. Justement. Je pense qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes. C'est le lieu justement de prendre. Je pense qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes pour dire, voilà, nous faisons ce plaidoyer pour cela et mobiliser, pourquoi pas. Je ne sais pas, ça se trouve c'est déjà fait. Mais c'est vrai que quand vous dites la Guinée était pionnière, mais elle est en train de regagner cette place. Quand vous prenez les Kandia Kouyaté, quand vous prenez les ballets nationales, etc. Moi, je suis née en Guinée, donc mes parents, mon père nous emmenait souvent au ballet. Enfin, moi, il m'emmenait souvent. J'ai des souvenirs du ballet national avec Orpheline, etc., qui nous ont forgés, etc., et qui nous ont nourris au niveau de nos valeurs. Je pense qu'effectivement, remettre ça au goût du jour, je pense qu'il y a une véritable intention de le faire, eu égard à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le soft power au niveau de la culture. Donc c'est très bien. Donc il faut l'encourager, il faut mobiliser, et je pense que c'est une bonne démarche. Très bien. Bon, maintenant, selon vous, quel mécanisme ou initiative pourrait faciliter un véritable transfert de compétences entre la Guinée, entre la diaspora et la Guinée? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Hormis des associations qui partent faire des actions concrètes ici et là sur le territoire guinéen, qu'est-ce que la diaspora peut apporter à la Guinée en termes de transfert de compétences concrètement? Déjà, moi, je pense que j'avais répondu plus ou moins à cette question. Je pense qu'elle le fait. Mais après, on peut imaginer des dispositifs ou des programmes, etc., qui pourraient être faits, notamment en relation avec les ambassades. Aujourd'hui, nous avons des ambassades sur plusieurs pays. Peut-être que ça pourrait être intéressant de pouvoir créer une sorte de questionnaire, je ne sais pas, par rapport aux compétences disponibles, pour voir comment ces compétences peuvent s'intégrer. Il y a d'ailleurs eu, je ne sais pas si vous avez souvenir, en tout cas moi j'y étais, parce que je m'intéresse à ce qui se passe en Guinée, je m'intéresse à ces choses-là. Il y a eu, il me semble que c'était cet été, il y a eu un déplacement du ministère des Affaires étrangères dans le cadre du programme Prodeic. Je ne sais pas si vous connaissez ce programme. Non. C'est un programme qui consiste à créer, c'est une plateforme numérique qui consiste un peu à identifier, c'est quelque chose auquel je pensais il y a quelques années, de créer cette plateforme numérique pour pouvoir justement identifier des talents de la diaspora. Et je crois que c'est par le Prodec. En fait, il existe cette plateforme. Alors peut-être qu'il faudrait plus communiquer dessus. Donc c'est une plateforme où vous pouvez vous enregistrer en tant que gens de la diaspora, quel que soit l'endroit où vous êtes. Je crois que c'est anonyme, je ne sais plus comment ça se passe, mais identifier vos compétences nécessaires, etc. C'est une manière pour les autorités de pouvoir identifier les compétences. Alors peut-être que tout le monde ne le fait pas. Donc c'est à la fois la compétence, mais il y a un volet pour les entreprises guinéennes qui sont à l'étranger. Donc je pense qu'il y a peut-être, puisque vous me posez la question, peut-être qu'il faut accélérer sa diffusion pour que les gens puissent peut-être en prendre connaissance. Et en parler. Le Prodec, ça s'écrit P-R-O-D-E-I-C. Voilà. Donc ça existe en fait. C'est piloté par... Je crois que ça dépend du ministère des Affaires étrangères, puisque cette délégation était venue à Paris. C'était, je crois que c'était à la salle dans le 8e, là, je ne sais plus, avec l'ambassade. Il y avait beaucoup de monde, moi j'y étais, où ils ont parlé effectivement de ce programme qu'ils ont présenté, de son bien fondé, pour voir pourquoi, et ça répond vraiment à votre question. Alors, après, il faut peut-être le promouvoir, l'accélérer, etc., pour que tout le monde puisse en avoir compte. Et je pense que c'est une excellente initiative, parce que ça permet d'identifier, de cartographier les compétences, les talents, etc., et pour leur permettre de se rendre disponibles, que ce soit à titre individuel ou au titre de leur entreprise. Et maintenant, quel message aimeriez-vous donner
aujourd'hui aux jeunes Guinéens, que ce soit de la Guinée ou de la diaspora? Ben, le message aux jeunes Guinéens, moi je pense que il faut d'abord oser prendre son destin en main. Il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Il faut oser contacter des personnes qui peuvent vous mentorer si vous êtes dans une activité entrepreneuriale où vous avez besoin de mentors. Oui. Il faut vraiment avoir de l'audace, d'aller frapper aux portes des entreprises, etc. Parce que il faudrait que nous empêchions nos jeunes de prendre des bateaux pour aller vers un supposé Eldorado en Europe, parce que nous savons tous comment ça se passe ici. Il n'y a qu'à aller à la porte de la chapelle. Certains sont désœuvrés. Alors je ne dis pas que c'est les Guinéens, mais ce sont des Africains. Donc on doit être sensible à cela. Et enfin dire que toute cette question autour de l'employabilité, c'est l'affaire de tous. Moi, à mon niveau, j'ai l'impression de faire un peu ma part, notamment quand je fais des webinaires pour les former, notamment sur ceux qui sont des nouveaux diplômés, sur comment je prépare mon CV, etc. J'en ai fait, pas que pour les Guinéens, j'en ai fait pour des Ivoiriens, etc. Donc voilà, donc je pense que chacun doit être sensible à ça, et surtout qu'ils osent et qu'ils se prennent réellement en main. Je sais que parfois c'est difficile parce que certains sont dans une dynamique de survie, et je pense que il faut que tous nous nous mobilisions sur cette jeunesse guinéenne, cette jeunesse africaine, parce que c'est notre or. Vous êtes une mère accomplie, une épouse aussi accomplie, et donc dans le milieu professionnel, on peut dire aussi très accompli. Et maintenant, quand on vous dit de donner un message aux personnes qui ont des progénitures ici, ou des enfants qui sont nés ici en France, pour que les enfants gardent un lien avec leur culture d'origine, et leur langue, ou bien un lien avec l'Afrique. Et quel message vous donnerez aux jeunes ou aux parents? Aux parents, notamment. Moi, je dirais Parce que pour que les enfants cultivent l'amour de leur pays d'origine, il faut que ce soit inculqué aussi par les parents. Absolument. Je pense que certains le font déjà, soit en allant en vacances, etc. Moi, j'ai des amis qui partent avec leurs enfants, moi je le fais aussi. Je pense que c'est fondamental de connecter nos enfants à nos pays d'origine. C'est fondamental parce qu'ils ont une formidable richesse, et ils ont cette double identité, cette double culture, et c'est une richesse inestimable. Deux vaut mieux qu'un, quoi. Absolument, mais c'est incroyable. Deux valent mieux qu'un. Non, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte, vous êtes des personnes qui connaissent non seulement le code européen, et je pense qu'il faut leur apprendre à connaître aussi les codes de conduite, les codes de vie de leurs parents d'origine. Parce que sinon, c'est des enfants, à un moment donné, ils vont être totalement désaxés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont se poser la question par rapport à leur identité réelle. Parce que ce seront des enfants qui ne seront pas finis. Quand vous n'arrivez pas à vous définir des deux pôles de ce que vous êtes, c'est très très compliqué. Et je pense que, c'est dire aux parents qu'ils ne le font pas encore, ne pas hésiter, ne pas tarder à connecter les enfants, mais pas que les enfants guinéens d'origine, mais toutes les nationalités, notamment africaines, de le faire. Moi, au niveau, je le fais. Cette année, j'étais à Conakry avec mon fils aîné. L'année dernière, j'étais avec les filles. J'essaye, quand je peux, en fonction de mes moyens, de faire en sorte qu'ils soient connectés, ils voient leurs grands-parents qui viennent ici, etc., etc. Voilà, c'est pas facile tous les jours, mais on essaie de faire ce qu'on peut. D'accord. Et quand on vous donne une baguette magique de faire une chose en Guinée qui va impacter la vie des millions de Guinéens, vous allez faire quoi? Alors là, je pense que ça ne serait pas que la Guinée. Si j'avais une baguette magique, écoutez, juste pour répondre, je pense que comme tout pays, moi j'ai un profond attachement à l'enfance. Je pense que c'est donner l'éducation, l'instruction aux enfants dès le bas âge, pour qu'ils deviennent des adultes responsables demain, pour accompagner le pays, etc. Donc il y aurait pas mal de baguettes en fait. Je pense que si on en a droit à 3, comme le génie de la lampe, ça serait pas mal. Mais donc une nation qui prend soin de ses enfants, une nation qui les pousse à aller vers le haut, à être des personnes responsables demain pour conduire
la dynamique de croissance. Très bien, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de diaspora, de compétences, de la passerelle essentielle entre l'espérance acquise à l'étranger et le bien de développement de la Guinée. Une chose est sûre, au-delà du transfert financier de la diaspora représente aussi une richesse de savoir et d'expérience et de vision pour l'avenir du pays. Merci à vous, Madame. Merci, merci à vous. Silla, Madame Moisson. Oui, je tiens beaucoup aussi là. Oui, Silla, d'accord, pour votre éclairage et pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.